services sociaux a fait le point sur la vaccination de COVID-19 en conférence de presse. D'ailleurs, le passeport vaccinal est en vigueur depuis mercredi, le 1er septembre. Ruth-Hélène Brosseau a annoncé être candidate pour le NPD dans Berthier-Masquinongé. Nous avons assisté à cette annonce et nous avons suivi une petite entrevue avec elle suite à cette annonce. Yves Perron, député bloquiste sortant de Berthier-Masquinongé, a tenu une conférence de presse du côté de Saint-Édouard de Masquinongé, plus précisément au Zoo Animalia. Il trouve inacceptable que des citoyens de sa circonscription ne puissent pas compter sur un signal cellulaire fiable en 2021. Il a d'ailleurs annoncé son engagement à travailler à la mise sur pied d'un programme fédéral à ce sujet. Le maire de Saint-Édouard de Masquinongé, Réal Normandin, était également présent et a tenu à dire quelques mots. La propriétaire du Zoo Animalia, Émilie Gaudry, nous a aussi accordé une petite entrevue à ce sujet, elle qui a éprouvé des problèmes en arrivant ici. Nous nous sommes entretenus avec Anne-Marie Picard, qui est directrice générale du Comité régional pour la valorisation de l'éducation, ou comme on l'appelle le CREVAL, pour la rentrée scolaire. Par le fait même, nous avons parlé de nouveaux projets du CREVAL. Les productions DJ White ont ouvert leurs portes à Berthierville la fin de semaine passée. Il y avait un petit spectacle qui était donné, on était présents. Donc, bonne émission à vous! Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne semaine à toutes et à tous! Peut-être avant de faire le point sur la situation épidémiologique, je veux dire quelques mots sur le contexte dans lequel on se retrouve. D'abord, premièrement, le Québec est frappé par une quatrième vague et je dirais que pour le moment, on s'en sort beaucoup mieux qu'ailleurs, notamment en Amérique du Nord et lorsqu'on compare à l'Europe jusqu'à maintenant. On est une des nations les plus vaccinées de la planète. Et pour ça, on ne remerciera jamais assez les Québécois des efforts qui ont été faits dans la dernière année. On a été le premier endroit au Canada à mettre en place un passeport vaccinal. On va regarder comment ça se passe dans les prochaines semaines et je le répète, on va s'ajuster avant d'envisager de l'élargir. On va aussi implanter la vaccination obligatoire dans le milieu de la santé. La santé publique, l'équipe de Dr Arruda, devrait nous faire sa recommandation cette semaine suite à la commission parlementaire qui s'est tenue la semaine dernière. Là encore, on va regarder comment ça se passe et on va ajuster notre tir au fur et à mesure. Ensuite, on pourrait envisager d'élargir la vaccination obligatoire, mais on vous reviendra là-dessus en temps et lieu. Les principes, en fait, qui nous guident sont toujours les mêmes. On veut réduire au maximum les hospitalisations, parce qu'on veut protéger notre réseau de santé et éviter le plus possible les contraintes sanitaires pour les personnes qui sont doublement vaccinées. Bon, maintenant, quelques mots sur la situation épidémiologique actuelle. Le niveau des cas, je dirais qu'il est relativement stable et c'est encourageant. Je dis ça parce que vous avez vu, je prendrai juste une petite seconde pour vous donner quelques chiffres. La semaine passée, on roulait à peu près à 600 cas par jour. Vous avez vu que les 2 derniers jours, on a baissé, mais soyons prudents, c'est des cas de fin de semaine. Moi, je regarde les chiffres, là, puis je peux vous dire qu'on va revenir à 600 assez rapidement lorsqu'on perd l'effet de fin de semaine. Fait qu'il faut s'entendre, mais je dirais que c'est quand même une relativité stable parce qu'on est encore dans le 600 cas depuis quelques semaines. Et ce n'est pas exponentiel comme nous le dit souvent le docteur Arruda. Donc, si on se fie aux prévisions, par contre, de l'INES, qui sortiront jeudi, comme à l'habitude, que nous, on a vu hier soir une première version, on va avoir une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines, puis je dirais particulièrement à Montréal et à Laval, si la tendance se maintient. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on doit surveiller le mois de septembre. Je vous l'ai dit, c'est vraiment un mois critique qu'on va surveiller, notamment à cause du travail, du retour au travail, du retour à l'école. C'est évident qu'on va voir les cas monter. Donc, il ne faut pas s'en surprendre, il faut le suivre. Mais ce qu'on veut, et je le répète, c'est limiter les hospitalisations. Pour l'instant, je me suis fait demander cette question-là, puis on va essayer d'être encore plus
précis, transparent. Pour l'instant, je dirais, malgré que les cas ont augmenté, les hospitalisations sont quand même restées à un niveau qui est relativement bas. Puis je dis ça quand je fais attention parce que le personnel de la santé trouve que c'est toujours trop haut. Alors, on se comprend, là, je le dis avec beaucoup de délicatesse. Mais en ce moment, selon le docteur O'Patterney, puis elle me redisait ces chiffres-là ce matin, on est à peu près à 15 à 25 % de notre capacité réelle, dépendamment des régions. C'est-à-dire que Montréal rouge à 25 %, dans certaines régions, c'est à 15 %. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Sauf que ça peut changer très vite. Donc, on a de la marge de manœuvre qui nous vient de la vaccination, mais je le répète, quand on a des journées où il y a 20 cas qui rentrent à l'hôpital, mais c'est sûr que la situation peut changer très rapidement. Par contre, je dirais qu'on observe aussi le même phénomène que l'on a vu à la troisième vague, c'est que c'est les jeunes qui attrapent le virus. Puis ça, je veux que les gens l'entendent clairement, c'est les jeunes qui attrapent le virus ces temps-ci. Et malheureusement pour eux, puis j'essaie pas de faire peur, j'essaie d'être le plus direct possible, les jeunes l'attrapent, puis ils restent plus longtemps à l'hôpital. Puis pourquoi qu'ils restent plus longtemps à l'hôpital? Parce que leurs symptômes sont plus graves, leur système immunitaire réagit encore beaucoup plus, donc leur manifestation des symptômes respiratoires est beaucoup plus fort. Alors, je comprends quand on est jeune qu'on se sent fort, mais je vous dis, quand le virus frappe, puis en ce moment, bien, malheureusement, on a beaucoup de jeunes qui ne sont pas encore vaccinés. Alors, on comprend la recette. Alors, le dernier commentaire que j'aimerais faire sur cette situation-là, c'est de rappeler aux gens que même si on est doublement vacciné, le virus reste présent. Et il faut qu'on continue à suivre les mesures sanitaires. Parce que, puis j'arrête là-dessus juste une petite seconde, on se sent un peu intouchable la journée qu'on a notre deuxième dose. Vous l'avez tout réalisé là, pour ceux qui sont ici, puis ceux qui nous écoutent. On dirait qu'une fois qu'on a eu notre deuxième dose, on sent comme, nous, on est correct. Mais écoutez, le virus est encore là, puis le virus, le vaccin ne protège pas 100%, on l'a vu, il y a toutes sortes de conditions. Alors, je rappellerai aux gens, au moindre symptôme que vous avez, même si vous avez 2 doses, s'il vous plaît, allez vous faire tester, mais en attendant, protégez-vous. Bon, du côté des bonnes nouvelles, quand je dis qu'on est les meilleurs au monde pour la vaccination, je rappelle les chiffres parce que Dr Arruda et moi, on en parle très souvent. On a atteint quand même 86 % pour la première dose. Je parle toujours pour la catégorie 12 ans et plus. Ce matin, vous l'avez vu, on vient d'atteindre pour la deuxième dose 79 %. Ça veut dire que d'ici quelques jours, si ça continue de bien aller comme ça, puis c'est pour ça qu'on incite les gens à aller se faire vacciner, on pourrait avoir 86-87 % première dose et 80 % deuxième dose. Puis ça, c'est avant le mois de septembre. Alors, il n'est jamais trop tard d'aller vous faire vacciner. Puis on vous le répète, c'est la meilleure façon de se protéger contre la 4e vague. Il y a une statistique que Dr O'Patterney m'a fait remarquer dans les derniers jours avec l'équipe Dr Arruda. Une personne qui est adéquatement vaccinée court 24 fois moins de chances, de risque d'être hospitalisée qu'une personne qui est non vaccinée. Rappelons-nous de ça quand vous avez une décision difficile à prendre par rapport à vous-même, d'aller vous faire vacciner. Merci d'être là. Merci pour votre patience. Je sais, mes amis dans le monde médiatique, journalistique, y attendaient depuis un petit bon moment. J'ai eu nombreux appels. Mon chum aussi, on a même eu des visites à la ferme. Désolée, on est en campagne. Mais je voulais surtout vous remercier d'être là aujourd'hui et m'adresser aux citoyens de Berthier-Masquinongé. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vais être la candidate NPD dans Berthier-Masquinongé pour l'élection du 20 septembre prochain. Et j'imagine plusieurs personnes se posent la question, les crimes, ça fait déjà 12 jours qu'on est en élection. Je pense que c'est une élection qui n'était pas souhaitée. C'était pas attendu. Je peux vous dire, depuis 2 ans, j'ai eu la chance de encore davantage prendre des racines dans le comté de Berthier-Masquinongé, surtout à Yamachiche, à la ferme. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec mon conjoint.
Aussi développer un projet de achat local, panier Mauricie. Pour moi, c'est super important, l'achat local. Donc, avec ce projet de loi, c'est vraiment de la ferme à l'assiette. Vous pouvez comprendre avec des nombreux engagements que mon horaire était bien rempli. Et pour prendre une décision, c'était pas difficile à faire, mais il a fallu le prendre avec les membres de ma famille. Honnêtement, ça a pris un petit moment avant qu'on était capable de s'asseoir puis se voir dans le blanc des yeux. Aussi s'adresser aux enfants puis dire comment qu'on fait. Parce que pour être honnête avec vous, il n'y a pas un jour que j'ai pas pensé à la politique fédérale, mais surtout les gens de Berthier-Masquinongé. J'avais toujours le goût de faire la politique et surtout faire la politique autrement. Donc, c'est juste une question de comment qu'on fait. Vous le savez très bien, les petites entreprises, on vit une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas nouveau. Ça date depuis longtemps, mais on a encore plus de difficultés, les petites entreprises, à recruter, trouver de l'aide, surtout à la ferme. C'est pas toujours évident. Et les 2 dernières années, et surtout pendant la pandémie, je peux vous dire, on sait très bien, les défis sont grands, sont nombreux, mais ça me donne encore, je peux vous dire, plus le goût de me battre et de proposer des solutions, de travailler avec les élus, de travailler avec les organismes à but non lucratif et de retourner à Ottawa, ouais, il y a du vent, pour me battre pour vous à la Chambre des communes. Donc, je suis vraiment fière de vous annoncer que je serai candidate aux élections. Je suis prête, je suis vraiment contente, je suis excitée. Puis je suis prête à me battre pour les citoyens de Berthier-Masquinongé, puis à être une voix forte pour trouver des solutions, puis surtout améliorer la qualité de vie des gens d'ici. Madame Brosseau, quel a été l'élément déclencheur dans la décision qui a fait que là, on s'est dit, je me lance dans la course? Honnêtement, les 2 dernières semaines, c'était super cherché. Je peux vous dire, on a eu 1200 balles de foin à déloader. Je pense que la plupart des producteurs vont comprendre que quand c'est le temps du foin ou quand c'est le temps de la paille, il faut le débarquer. Et là, j'ai toujours eu le goût de faire la politique et faire la politique autrement. J'ai adoré. Je pense, dans mes veines, ça coule orange. C'était juste une question de timing. On avait des engagements. Ça a pris du temps au niveau personnel. Et je ne voulais pas laisser l'entreprise ou panier Mauricie dans un trou. Donc, il a fallu que je m'organise. Et ça m'a vraiment rappelé quand j'étais mère monoparentale. T'sais, vous le savez très bien, pour élever un enfant, ça prend un village, ça prend un écosystème. Et veut pas, si vous voulez faire de la politique, ça prend un village, ça prend un écosystème pour faire en sorte que tu es capable de le faire à temps plein, cœur et âme, se mettre là-dedans. Madame Brosseau, deuxième campagne sur 4 que vous commencez en retard. Votre stratégie pour les prochains jours afin de rattraper ce retard-là? Vos opposants sont déjà sur le terrain depuis 2 semaines. C'est sûr que je ne suis pas la première candidate à annoncer que je me présente en élection. Je ne suis pas la dernière non plus. La date limite, c'est lundi. J'ai l'intention d'être présent et accessible, comme je l'étais pendant mon mandat, 8 ans à la Chambre des communes. J'étais connue pour être une députée de terrain, proche des gens, toujours accessible. Donc, j'ai l'intention de faire exactement la même chose pendant la campagne. Est-ce que ça n'aurait pas été bien de faire votre annonce avec le chef aujourd'hui? Vous le savez, on est en élection. Le chef est ailleurs aujourd'hui. J'aimerais ça avoir Jeremy ici. Je me rappelle la dernière campagne, j'ai eu la chance de visiter Saint-Tite avec Jeremy. Donc, si le chef est capable de venir dans Berthier-Masquinongé, je vais l'accueillir à bras ouverts. Est-ce qu'il y a eu des incitatifs de la part du parti pour vous convaincre de vous présenter? C'est sûr, j'étais approchée par le parti pour me représenter comme candidate lors des élections. C'était jamais une question de pourquoi, c'était une question de quand. Il a fallu que je m'assoie avec la famille, panier Mauricie a organisé mes affaires pour faire en sorte que j'étais capable de l'annoncer. Puis c'était aujourd'hui que je fais la bonne annonce pour les citoyens de Berthier-Masquinongé. Est-ce qu'il y a des dossiers sur lesquels vous avez travaillé lors du dernier mandat qui n'ont pas été réglés, que vous voulez reprendre en main? Hier, puis je pense tout le monde, pendant la pandémie, tout le monde s'est retrouvé à travailler à la maison, souvent. Surtout les enfants en rencontre Zoom pour faire les études. Là. Internet haute vitesse revient souvent. Ça n'a pas vraiment bougé. Ici, même dans le rang, on n'a pas accès à Internet haute vitesse. C'est primordial d'avoir accès à Internet haute vitesse. Donc, ça, c'est un dossier qui n'a pas bougé. Il
Il y en a plein. On veut que ça bouge aussi avec le train à grande fréquence à Trois-Rivières. Tous les enjeux qui touchent l'agroalimentaire, c'est super important. J'ai siégé sur le comité permanent pendant 8 ans. Je travaille à une ferme. Tout qui est développement, transformation ici, c'est important. Vous avez été défaite en 2019 par le député sortant. Comment est-ce que vous évaluez vos chances cette fois-ci? Je peux vous dire, depuis 2 ans, quasiment tous les jours, j'ai des messages de citoyens qui m'envoient des encouragements. C'était super positif. Moi, j'ai l'intention de travailler pour les gens de Berthier-Masquinongé. Quand tu te portes candidat, il y a 2 options. Soit tu gagnes, soit tu perds. Donc, je me suis présentée 2011, 2015, 2019 et maintenant en 2021 pour faire en sorte que je sois une voix forte pour les électeurs et les électrices de Berthier-Masquinongé. C'est aux citoyens de décider qui va être le meilleur pour leur représenter à la Chambre des communes. Est-ce que la chance ou la possibilité de se retrouver encore dans l'opposition, est-ce que ça vous êtes un bug? Si vous ne formez pas le gouvernement, le NPD, est-ce que d'être dans l'opposition encore pour 4 ans, ça ne vous dérange pas? Et l'important, c'est de représenter les gens, puis être une voix forte à la Chambre des communes, puis avancer. Moi, je suis connue pour une personne qui veut travailler avec les autres. Puis c'était remarqué avec mon arrivée en politique en 2011. Peu importe la couleur politique, je veux travailler avec les gens. Si quelqu'un a une bonne idée, puis ça va améliorer la qualité de vie des gens de chez nous, on y va. Moi, je suis une personne qui veut travailler pour les gens, puis c'est ça que j'ai l'intention de faire. Est-ce que vous avez déjà votre équipe ou est-ce que c'est à venir dans les prochains jours? Ça commence là, je pense. Ça commence. En fait, on vient d'avoir, je pense, la livraison des pancartes, mais majoritairement, on va utiliser les vieilles pancartes parce qu'on a eu la chance de les descendre du grenier. On a commencé à les nettoyer. Donc, on commence, on met les choses en place. On a beaucoup de messages d'encouragement des gens dans le comté de Berthier-Masquinongé, donc on va réagir assez rapidement. Vous dites, vous voulez représenter une voix forte. Comment vous voyez vous présenter pour un parti là, que vous risquez, si vous êtes élu, peut-être d'être 2 ou 3 élus au Québec? On sait que les choses changent vraiment rapidement. En 2011, quand le parti m'a approché pour être candidate, il ne pensait pas avoir de chance à être élu dans Berthier-Masquinongé. Mais on a eu une vague. Les choses changent vraiment rapidement lors d'une campagne électorale. Moi, qu'est-ce que je souhaite faire, c'est d'inspirer les gens pour un monde meilleur et voir et leur démontrer que c'était possible, que c'est possible si on travaille ensemble. Donc, tout peut arriver. Oui, je suis arrivée 12 jours après que Justin Trudeau a décidé de déclencher les élections, mais je pense que tout peut changer rapidement. Il faut rester positif, puis j'ai l'intention de travailler avec tout le monde. Vous avez été courtisé par les libéraux. Pourquoi est-ce que vous avez choisi finalement de vous présenter avec le NPD? Parce que je partage les valeurs du NPD. Quand j'ai décidé de devenir candidate pour la première fois, c'est à cause des valeurs du NPD, les valeurs sociales, surtout environnementales. On ne peut pas nier qu'on est en crise climatique. On n'atteint pas nos objectifs de Paris. Je pense que le NPD, c'est le parti le mieux outillé à défendre les intérêts des gens puis faire avancer les choses. C'est quoi les sujets qui touchent le comté, que tu veux travailler là, dans un prochain mandat, là, si tu es élu? Merci. Donc, aujourd'hui, j'ai annoncé ma candidature. En fait, je vais être la candidate NPD dans Berthier-Masquinongé pour les élections du 20 septembre. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas aux citoyens de Berthier-Masquinongé. Surtout la pandémie, on sait que les enjeux sont grands, mais il y a plusieurs solutions. Moi, l'important, c'est d'être une voix forte à la Chambre des communes et représenter les citoyens, mais surtout trouver des solutions. Travailler ensemble et trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie des gens dans Berthier-Masquinongé. Depuis 2 ans, j'ai travaillé beaucoup à la ferme familiale. C'est une petite entreprise où les gens sont capables de venir acheter des produits. L'achat local était toujours important pour moi, mais il y a plusieurs défis qui font face les agricultrices, les agriculteurs, les transformateurs, les petits commerçants. Il y a la pénurie de main-d'œuvre. Tu as travaillé, est-ce que ces dernières années, en agriculture? Oui, j'ai travaillé en agriculture. Et en service toujours, depuis des années, en service. C'est un dossier qui va être important dans tes choix là, de prioriser de l'aide ou de la façon de travailler si tu es élu là, pour les prochaines années. L'agriculture va être au cœur. L'agriculture, c'est un enjeu important, mais je dirais surtout c'est améliorer la qualité de vie des gens de Berthier-Masquinongé. Le coût de la vie augmente. Les salaires, ils ne suivent pas nécessairement. Il faut prendre soin de nos aînés. L'agriculture,
les entreprises, la pénurie de main-d'œuvre, le train à grande fréquence, Internet haute vitesse. Il y a plusieurs enjeux. Puis c'est sûr, au long de la campagne, on va faire des annonces, puis on aura la chance de jaser plus en profondeur. Tu nous as expliqué pour les raisons qui ont fait que ça a pris un petit peu de temps à décider, puis c'est normal et bien compréhensible. Mais à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20, c'est quoi? La machine roule plus vite. Comment on va faire ça pour se rendre en ligne d'arrivée? Mais quand tu te présentes comme candidat, il faut que tu donnes corps et âme. Pour moi, ça a pris un petit moment pour bien placer les affaires. Il y avait des questions personnelles, mais aussi des questions professionnelles. L'horaire est bien chargé à la ferme. Je pense que personne ne voulait se retrouver en élection. Je sais, avec un gouvernement minoritaire, ça peut arriver à n'importe quel moment. Mais à date, je pense que Justin Trudeau n'était pas vraiment capable de justifier pourquoi on se retrouve en élection. C'est la fin de l'été, il fait chaud. C'est la rentrée scolaire pour plusieurs. On a d'autres priorités. Pour moi, c'est important de travailler pour les gens. Je vais travailler fort pendant l'élection et si j'ai la chance de représenter les gens, encore plus fort à la Chambre des communes. Merci beaucoup. Merci. Ce matin, c'est l'enjeu de la couverture cellulaire. Écoutez, on est en 2021. Ça n'a pas de fichu bon sens. Il faut que ça bouge. Moi, depuis 20 mois comme député, c'est très bref comme période, mais quand même, on a été actifs dans le dossier. On a fait du suivi auprès des entreprises, auprès du maire. On a suivi aussi beaucoup de travail en partenariat avec mon collègue député de l'Assemblée nationale, Simon Allaire. Et là, une entreprise fait une demande sur un programme. Finalement, ça ne rentre pas. On est en attente 3 mois. On fait des contacts avec les ministres. Ah, finalement, il va y avoir un programme. Le programme sort, le dernier qui est sorti, qui est très bien. J'émets aucune critique sur ce programme-là, mais il s'adresse exclusivement aux communautés autochtones. C'est parfait, c'est correct, ça en prend des programmes des communautés autochtones. Mais il y a aussi des régions pas si éloignées que ça. Puis Saint-Édouard de Maskinongé est un très bon exemple de ça, où on n'a pas de couverture cellulaire décente. Ça n'a pas de sens. Moi-même, je le vis quotidiennement à répétition. J'ai sûrement que quelques amis journalistes ici se souviennent d'une conversation coupée parce qu'on est en auto, puis finalement, on vient de pogner un trou. On va se rappeler dans 10-15 minutes. Je t'entends mal, Yves. Je vais aller sur le haut d'une petite pente, je vais m'arrêter, puis là, on va finir notre discussion. Écoutez, ça, c'est plus ou moins grave. Mais quand on parle de sécurité pour nos citoyens, M. Normandin va vous parler à cet effet-là. Quand on n'est pas en mesure d'appeler rapidement les pompiers ou l'ambulance, c'est plus qu'un problème, là. C'est un enjeu de sécurité publique. Puis c'est pas acceptable. Alors, ce que moi, je lance ce matin, on a fait des démarches, puis on a regardé le début. Vous savez, on arrive en début de mandat, on regarde un peu comment ça se passe, on essaie de voir les étapes qui ont eu lieu avant. Vous savez que la municipalité, il y a déjà eu pétition, il y a déjà eu des résolutions d'émises. On a interpellé le gouvernement fédéral à plusieurs reprises, moi et d'autres députés du Bloc qui travaillaient le dossier, entre autres M. Champoux, M. Lemire plus récemment. On a communiqué avec les ministres responsables en fin de session, moi et M. Lemire encore, pour solliciter un programme parce que quand on regarde ça aller, finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça peut être un programme dédié pour la couverture des trous cellulaires. C'est ça que ça prend. Et ça sera mon cheval de bataille dans le prochain mandat. Je veux que ça débloque. Je pense que les gens... Moi, je suis en train de vous dire que j'ai regardé ça, puis j'ai suivi le dossier, puis j'ai été relativement patient. On parle de 20 mois seulement. Les gens de Saint-Édouard-Maskinongé, là, sont bien plus patients que moi, là. Ça fait bien plus longtemps que moi, puis il y a bien des citoyens qui sont à bout, là, qui n'en peuvent plus, là. Il faut que ça débloque. Je ne sais pas si M. Normandin voudrait expliquer l'enjeu en quelques minutes, puis je reviendrai ensuite. Merci. Merci, M. Perron. Comme dit M. Perron, avec tous les aléas qu'on a eus à Saint-Édouard, ça veut dire qu'on a eu un décès dans la montagne. Le monsieur était faire une promenade simplement. Il a trébuché, il a tombé, puis son petit-fils, il a essayé de le secourir, mais le cellulaire ne fonctionne pas. Fait qu'il a fallu qu'il redescende au chalet. Téléphone terrestre, une chance qu'il n'a pas en arrêt cardiovasculaire parce que le monsieur est décédé là, de cette façon-là. Quand il y a eu un gros feu ici, à Saint-Édouard-de-Maskinongé, une de nos grosses compagnies, Casabon et Transport, les derniers avertis, c'est les pompiers volontaires de notre propre municipalité. Et c'est eux autres qui ont été avertis par téléphone terrestre avant d'intervenir.
Il faut le faire, ça aussi. On a eu un monsieur dans le rang de plus bas, son tracteur, il a passé au feu, malencontreusement, là, il a fallu qu'il se débrouille. Bien, finalement, quand les pompiers sont arrivés, avec tous les moyens qu'on peut avoir aujourd'hui, en 2021, il l'a éteint lui-même. Et on a une chance qu'il n'est pas dans le garage. Fait qu'il y a eu beaucoup d'interventions faites de ce sens-là, que ça soit au zoo, qu'on essaye de faire aussi le setup, de dire on va téléphoner, on n'est pas capable. Rochewood, il fait des grosses compétitions. Lui aussi a de la difficulté de sortir du réseau. Le CRTC, ils m'ont même, j'ai même téléphoné CRTC pour savoir où est-ce qu'on en était au niveau topographique, géographique. Puis effectivement, le monsieur, il n'a pas l'air à se moquer, là, mais il y avait un petit rire au téléphone en disant, effectivement, vous êtes beau être sur une montagne, mais vous avez quand même un trou cellulaire. Fait qu'il y a pas de, il ne peut pas mettre de booster, comme qu'il appelle, soit à Saint-Gabriel-le-Brandon, parce qu'il y a un satellite à Saint-Didas. Puis vous avez quand même, là, à Louisville, qui a quand même des très grosses tours, mais n'empêche pas moins que ça ne se rend pas ici. Fait qu'à un moment donné, j'avais fait une blague à la table des mères où nous Nunavut, ils l'ont le cellulaire. On a des messages de la planète Mars, puis on a de la misère à avoir un message qui vient simplement de Saint-Édouard de Masquinongé. Il faudrait peut-être qu'on se mette un petit peu plus à date. Puis j'accompagne M. Perron là-dedans, à savoir, c'est pas juste des demandes, ça prendrait des faits, des gestes concrets pour venir en aide à Saint-Édouard de Masquinongé, en ayant simplement une tour cellulaire. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, là. C'est juste qu'il faut qu'on se l'approprie, puis il faut qu'on ait un côté qu'on puisse communiquer ensemble. Ça fait des années que tout le monde parle, la communication est importante. Et j'aimerais ça l'avoir, la communication. Fait que c'est ça qu'on est l'enjeu de la municipalité présentement. Puis les municipalités vont être en élection bientôt. Fait que c'est tout un processus de démarche. Puis là, c'est ça, on est rendu là à ce moment-là. Fait que s'il y aurait des questions pour savoir ça serait quoi d'autres enjeux, moi, la communication est super importante. J'accompagne M. Perron là-dedans. Fait que s'il n'y en a pas, bien, je vous remercie beaucoup. C'est ça l'enjeu de Saint-Édouard de Masquinongé. Merci. Merci, M. Normandin. Alors, vous voyez que les gens du milieu, là, qui ne sont pas assis en attendant qu'il se passe quelque chose. Hein. M. Normandin vous a énoncé là, des contacts. On a des contacts directs aussi avec des entreprises. Puis c'est beau, ce que je dis dans le communiqué, dans le fond, c'est bien qu'on laisse le développement du réseau cellulaire aux entreprises privées. C'est correct. Mais il faut aussi être conscient que les entreprises privées, ils ont des enjeux de rentabilité. Puis les entreprises avec qui on a des contacts, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, puis que, pour rentabiliser ça, c'est pas évident. Donc, je pense que c'est le rôle du fédéral de s'assurer que chacun de ses citoyens, chacune de ses citoyennes ait accès au réseau, puis puisse en bénéficier. Donc, ça prend un programme dédié pour déployer l'infrastructure, pour combler les trous cellulaires. On est à Saint-Édouard. Il y a d'autres trous, c'est comme le principal site, je vous dirais, d'Albertier-Masquinongé. Il y a le secteur du Lac-Souris aussi, entre Saint-Élie et Saint-Mathieu, là, qui est problématique. On a quelques endroits comme ça, mais ici, c'est un cas, c'est pas pour rien qu'on est venu ici, là, c'est exemplaire, c'est de longue date, il faut que ça se déploie. Donc, ce qu'on demande, puisque sur quoi on va travailler, c'est faire débloquer des fonds avec un programme dédié. Il y a présentement là, des consultations qui ont été lancés. Là. On en a informé M. Normandin, là, je pense que c'est au début du mois d'août, ça a été lancé. Puis ça s'étire, tu sais, quand je vous dis que 20 mois, c'est pas long, là, ça s'étire la consultation, ça s'étire jusqu'au mois d'octobre. Puis là, bien, les réponses, l'élaboration de programme, novembre, il ne faut pas manquer notre coup. Et c'est pour ça que je mets la pression aujourd'hui. C'est un des dossiers que je vais voir débloquer de façon importante dans le cours du mandat. Puis dans le cours du mandat, je ne parle pas de 4 ans. J'aimerais quelque chose de beaucoup plus court terme que ça. Si au mois de novembre, on pourrait avoir une annonce satisfaisante, ça serait une belle victoire pour les gens de Berthier-Masquinongé et pour la sécurité de notre population en général. Alors voilà. Il y a Mme Gaudry aussi qui est avec nous aujourd'hui, la propriétaire du zoo, qui a relancé le zoo Animalia, qui a des inquiétudes et qui a des difficultés avec ses paiements Interact. On parle de l'application, le passeport vaccinal, un paquet de choses. On en demande beaucoup à nos entreprises. Est-ce qu'on peut leur assurer un service de base?
Un jeu là-dedans. Sur Internet, on a réussi à faire en sorte que le fédéral abandonne son intention de créer son propre programme de déploiement Internet, qui avait comme échéancier 2026, je pense pour 85-90 des résidents. C'est 2030 pour 100 des résidents. Ça n'a pas de bon sens. On est en 2021, là, on ne va pas attendre 10 ans. Alors, on a fait des pressions, puis on a réussi à faire débloquer les sommes. Puis l'annonce préélectorale qui avait eu lieu à Trois-Rivières avec les deux premiers ministres, c'était ça, dans le fond. Ils annonçaient que le fédéral renonçait à son programme et plutôt injectait les sommes fédérales dans celui de Québec, avec l'échéancier fin 2022. Donc, on a un bon espoir que fin 2022, tous les foyers de Berthier-Masquinongé soient couverts par la couverture Internet haute vitesse. Et les entreprises privées qui en sont responsables sont sujettes à des pénalités là, si jamais il y avait des problématiques là-dedans. La problématique que moi j'aborde ce matin, c'est la couverture cellulaire. C'est un autre dossier. Mais il y a sur le territoire un paquet de, j'appelle ça des trous cellulaires. On est dans un trou cellulaire à Saint-Édouard-de-Masquinongé. Et la communauté, le maire qui nous accompagnait ce matin, Mme Gaudry, qui est la nouvelle propriétaire du zoo Animalia ici, qui a relancé le zoo. On est super content qu'elle soit avec nous. On lui souhaite la bienvenue. Puis on veut l'aider, puis elle a besoin d'avoir une couverture cellulaire. C'est aussi simple que ça. Les gens qui viennent au camping à côté ont besoin d'avoir une couverture cellulaire. Elle a besoin d'avoir une couverture cellulaire, ne serait-ce que pour ces trucs Interact. Si à un moment donné, c'est logique. Et le maire, tantôt, a exposé des enjeux de sécurité publique. Il y a eu un décès, bon, dans les dernières années, peut-être aurait pu être évité si on avait eu une couverture cellulaire. Il n'y a rien de drôle dans ces histoires-là. Là. Il y a un feu dans la municipalité, puis les derniers arrivés, c'est les pompiers volontaires, parce qu'on ne pouvait pas les rejoindre. Alors, c'est pas acceptable. Puis dans les 20 derniers mois, quand on arrive comme député, on regarde l'état des dossiers, puis ça, c'est un dossier qui traîne depuis plusieurs années. Puis là, on a eu des espoirs puis des déceptions. Bon, des contacts avec les entreprises privées qui sont prêtes. Il y a une entreprise qui est prête, là. Les plans sont faits. Elle est prête à venir installer une tour. L'enjeu, c'est l'enjeu de rentabilité. Le fédéral, puis les gouvernements généraux laissent le déploiement aux entreprises privées. C'est correct. Mais une entreprise privée, il faut que ça soit rentable. Alors, le fédéral doit injecter les sommes pour s'assurer que tous ses citoyens ont les mêmes services. Parce que là, on se retrouve à Saint-Édouard avec des citoyens qui sont de seconde zone, dans le fond, qui sont moins importants. Puis là, bien, des contacts avec les ministres, des contacts avec les entreprises. Ah, il y a un programme à Québec. L'entreprise soumet sa demande. Finalement, au bout de 3 mois, 4 mois, on obtient une réponse négative. C'est très long, là. Et ça fait longtemps que les gens patientent. Il faut que ça débloque. Donc, moi, ce que je demande ce matin, c'est la création. Je l'ai demandé avant l'élection, en espérant qu'il n'y ait pas d'élection, pour pouvoir continuer le dossier. Ce qu'on fait pendant la campagne, on ne voulait pas d'élection, mais moi, j'expose à la population quels sont les dossiers que je travaille, puis que je veux voir débloquer rapidement, que j'avais commencé. Ça, c'en est un qui est très important, la couverture des trous cellulaires. Puis je pense que ça prend un programme dédié. On a eu un espoir récemment. On travaillait sur un programme au fédéral pour le déploiement. Puis finalement, quand le programme sort, il est dédié aux communautés autochtones. C'est correct. Je n'ai aucun jugement là-dessus. C'est parfait, ça en prend. Mais il y a aussi d'autres secteurs, moins éloignés des grands centres, où il y a des gens qui méritent d'avoir une couverture cellulaire, tout simplement. Alors, c'est ça qu'on lance. Puis vous faites sûr qu'on va faire des pressions, puis on va mobiliser les gens pour faire une mobilisation. C'est ça. Tu disais que les démarches avaient déjà été entreprises, mais c'est continuer ces démarches-là. Absolument. C'est compliqué. Continuer cette implication-là et tout. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, je vais te demander, on était à mi-campagne. Oui. C'est beaucoup de travail. Je sais que en même temps, tu es le président de la campagne, on pourrait dire, nationale du Bloc québécois. À date, content de qu'est-ce qui se passe sur le terrain, content de qu'est-ce qui est fait? Oui, puis quand on fait du porte-à-porte, on va voir les gens sur le terrain, les gens sont très positifs, les gens sont contents de venir nous voir. Ils nous accueillent avec le sourire, le petit éclair dans l'œil, c'est le fun. On a des belles discussions, bien sûr, je ne mentirai pas, c'est pas tout le monde qui va voter Bloc, mais je pense que le terrain sent bon, puis les gens aussi sont ouverts à la discussion. Mais il y a une chose qui est bien commune, c'est que les gens ne voulaient pas d'élection. Les gens sont fâchés qu'on soit en élection. Okay. Ça, c'est une constante. Et sinon, sur le terrain, ils sont super bien. Ça va vraiment bien. Nos candidats au Bloc, moi, d'être président de campagne, ça m'a donné l'occasion de parler à l'ensemble de nos candidats. Moi, je vous dis qu'on a vraiment une super belle équipe partout au Québec. Alors, peu importe dans quel coin du Québec vous habitez, si vous votez pour le Bloc québécois, vous ne vous trompez pas, vous votez pour une bonne candidate ou un bon candidat. Et il reste 2 semaines? Oui. Ça va vite? 3 semaines. Mettons 2-3 semaines. On sait qu'il va y avoir un débat à Masquinongé qui va être présent. On vient d'annoncer un débat aussi à Berthier. À Saint-Norbert. Dans la partie Berthier. Dans la partie Berthier. Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça qui est prévu pour l'instant? Il y a eu, c'est sûr que moi, dans mon rôle de porte-parole en agriculture agroalimentaire, il y a la
Fédération canadienne d'agriculture, qui est un débat pan-canadien qui va avoir lieu aussi. Il y a un débat pour la relève agricole qui est fixé aussi. Là. On pourrait vous donner les dates. Ben oui. Sinon, on va être ouvert à tout débat. Dans la dernière campagne, on avait fait un débat sur l'environnement. C'est intéressant. Oui. Si ça avait lieu encore. À Yamachiche, moi, qui avait lieu. C'est ça. Alors, on est toujours disponible. Puis je pense que les débats, c'est une belle occasion aussi pour la population de voir, de comparer qu'est-ce que les candidats ont à offrir. Qu'est-ce qui vous a amené en région? Qu'est-ce qui a fait que ça vous... J'aime la nature, j'aime l'environnement, les animaux. C'est sûr que c'était une belle opportunité pour moi d'avoir le zoo qui était en vente. Donc, étant donné que c'est ma passion, mon mode de vie et un rêve de jeunesse, j'ai voulu profiter de l'occasion. Aviez-vous une formation plus... Depuis ma jeunesse, j'ai toujours travaillé dans le domaine, autant zoologique, faire des programmes d'éducation et des ateliers scientifiques, ce qui a trait plus aux reptiles, mais aussi je suis organisatrice des salons des animaux exotiques du Québec, on fait des salons partout à travers le Québec. Votre première impression, tantôt on parlait de la difficulté avec le cellulaire, vous devez avoir votre Oui, exactement. Oui. Que tout au coin, à chaque coin de rue. J'ai de la facilité de communication. Rendu ici, il y a beaucoup d'appels que j'ai manqués, des réservations aussi, la communication, que ce soit, par téléphone, que ce soit par Internet, que ce soit aussi, l'Interact pour pouvoir faire payer aussi, parce que c'est réseau téléphone, aussi, exactement. Donc, il y a quand même beaucoup de difficultés à ces niveaux-là. Donc, c'était un obstacle pour vous pensez, pour vous aider dans... Oui, à bien développer, à bien se faire connaître avec les communications avec aussi. Votre rentabilité, Oui. L'été était bonne? Ça a bien été pour une demi-saison parce qu'on est ouvert en moitié de saison. Donc, ça a quand même bien été. Le monde sont ouverts, sont contents aussi que le zoo reprenne ses activités. On va faire une petite plug en terminant. Vous êtes ouvert jusqu'à la fin du travail en fin de semaine? Après ça, toutes les fins de semaine? Oui, on va quand même rester ouvert aussi pour les réservations, des groupes scolaires, pour les couleurs d'automne. Donc, seulement qu'aller sur votre site. Puis on va exactement. Bon, bien, je vous remercie. Mais merci à vous. C'est du nouveau local de la Maison des aînés pour parler des conditions de vie des aînés. Moi, ce matin, le principal point, c'est que je veux dénoncer une iniquité flagrante. Les gens qui ont reçu les prestations de la PCU, de l'Agence du revenu du Canada, sont traités de façon inéquitable par rapport à ceux qui ont reçu la même prestation de la part d'un autre organisme qui s'appelle Service Canada. Voyez la cohérence du gouvernement fédéral. Alors, on calcule. Les gens ont fait des demandes en toute bonne foi, pensant avoir droit, dans certains cas, pensant avoir droit à la PCU et n'y ayant pas droit. Alors, non seulement ces gens-là doivent rembourser cette somme, mais en plus, ces gens-là se retrouvent avec une coupure importante du supplément de revenu garanti. Ça n'a pas de fichu bon sens. La PCU a été mise en place pendant la pandémie pour éviter que des personnes se retrouvent avec une perte de revenus, avec une insécurité financière. Et on se retrouve avec cet effet pervers-là. Maintenant, en 2021, des gens sont dans des situations financières plus précaires qu'en 2020. Où est la logique? La logique, elle est dans la mauvaise gestion du gouvernement libéral, la mauvaise prévision, la machine bureaucratique qui est extrêmement lourde, extrêmement complexe. Il faut penser que la plupart des personnes âgées n'ont pas accès à du soutien pour remplir les formulaires, font leur gros possible. Il y a beaucoup de personnes qui ont appelé à notre bureau, qui se retrouvent dans des situations épouvantables. Il y a des gens qui n'avaient pas droit, qui l'avaient demandé de bonne foi. Bien, OK, peut-être faut-il qu'ils remboursent, mais soyons intelligents et soyons surtout indulgents. Là, il y a des gens qui se sont fait couper presque la totalité, ou dans certains cas, la totalité de leur chèque de supplément de revenu garanti. Ça les met dans la misère. Ça n'a pas de bon sens. J'ai rencontré d'autres personnes, un monsieur qui était pompiste. Il est pompiste parce que ses revenus de pension, son supplément de revenu garanti, c'est pas suffisant pour avoir une vie décente. Les pompistes, il a perdu son emploi dans le COVID. Il a demandé à PCU. Bien, ça a augmenté son revenu. Cette année, plus de supplément de revenu garanti. Elle est où la logique? Elle est où la logique? Il faut venir en aide à ces gens-là. Les gens qui ont reçu la PCU par Service Canada ont accès à un formulaire dont j'oublie tout le temps le numéro. Là, je pense que c'est 3041. Ils ont accès à un formulaire qui permet de revoir le calcul, pas nécessairement en se basant sur les revenus de l'année passée, mais de revoir le calcul en faisant une estimation des revenus de cette année. C'est ça qu'il faut faire, mais il faut le faire pour tout le monde. Il faut le faire pour tout le monde. Comment ça se fait que les gens qui ont reçu ça de l'ARC, eux, ils n'ont pas droit?
Alors, on se fait dire par les fonctionnaires que la bonne petite case sur le bon petit formulaire n'est pas cochée. Moi, j'en peux plus de ces affaires-là. Et c'est un cri du cœur que je lance ce matin, là. Et on est en campagne électorale. On ne devrait pas être en campagne électorale. Je devrais être en train de faire des pressions auprès des ministères pour qu'ils se déniaisent et qu'ils changent ça. On est en campagne électorale. Fait que j'utilise la plateforme que j'ai ici pour lancer le message. Ça n'a pas de bon sens. Outre ça, évidemment, vous savez qu'au Bloc, on milite depuis avant la COVID pour une amélioration des pensions de vieillesse à partir de 65 ans. On demandait là, un montant très raisonnable de 110 $ par mois pour tout le monde, 65 ans et plus. Le gouvernement libéral veut augmenter la pension des gens de 75 ans et plus seulement en 2022, seulement de 10 %. C'est pas suffisant au niveau du montant et c'est pas suffisant au niveau de la catégorie de personnes. Pourquoi venir créer 2 catégories d'aînés? Depuis quand les aînés, c'est à partir de 75 ans? Elle sort d'où, cette nouvelle catégorie-là? Elle sort du fait qu'on veut gratter des fonds de tiroir ou bien qu'on veut se formuler des belles promesses électorales pendant la campagne qu'on planifiait pour devenir majoritaire. Il y a des petites nouvelles pour le gouvernement libéral. Je pense que les gens sont en colère, puis ça ne passera pas. Puis on va envoyer une délégation forte du Bloc à Ottawa pour obtenir gain de cause, pour obtenir une justice puis un traitement équitable des gens qui ont fondé la société confortable dans laquelle on vit. J'ai de la misère à ne pas me choquer quand je parle de ça. À chaque fois que je parle de ça, je me choque. Mais je pense que c'est normal, puis je pense que c'est correct. C'est révoltant. Puis si vous étiez au Parlement pendant la session parlementaire, entendre les discours creux de politiciens qui peuvent parler pendant 10 minutes sans trop dire quelque chose, alors qu'on est supposé de parler de la nécessité d'augmenter les revenus de nos personnes âgées parce que l'épicerie monte, parce que les loyers montent, parce que les coûts de transport montent et que leurs revenus, eux, ils est indexé de façon grotesque. J'entends des histoires de 1,75 $ par mois. Voyons donc. Alors voilà ma petite montée de lait de ce matin pour les conditions de vie des aînés. Vous faites sûr que le Bloc, on va poursuivre la lutte pour ça. Je suis accompagné. Moi, ce que je dis, c'est que la rentrée scolaire, c'est un moment pour se réjouir. On peut être fier au Québec d'avoir un si bon système scolaire. On l'oublie, là, mais si on va voir les données, là, notre système québécois est très bon, notre système scolaire québécois. D'avoir accès à cette éducation-là, qui est un droit pour les jeunes et les moins jeunes, moi, je pense qu'il faut être fier puis se réjouir de ça. Maintenant, c'est certain que, étant donné que ça amène un certain changement pour certains, pour plusieurs, qu'il y a peut-être une petite liste de choses à faire. Tu sais, on a des effets scolaires, il faut voir la garde-robe et tout ça. C'est le retour à la routine. Pour certaines personnes, ça peut être un petit peu stressant. Premier conseil, on respire tout le monde, on prend une grande respiration, puis on se dit qu'on est des humains, qu'on est imparfait, qu'on va faire de notre mieux. S'il y a une chose à prioriser, c'est de justement valoriser le fait d'aller à l'école. Donc, parler de l'école en bien, parler en bien de ceux qui travaillent avec nos jeunes, que ce soit les intervenants qui sont à l'école, mais aussi ceux qui sont dans les organismes communautaires. Et comme parents, étant donné qu'on est les personnes qui connaissent mieux nos enfants, c'est de rester à l'affût. Est-ce qu'il y a des comportements qui changent au niveau de l'alimentation, du sommeil, de son comportement en tant que tel, de poser des questions, s'informer de ce qu'il vit à l'école. Pour l'enfant, l'école, c'est un peu comme pour nous, les adultes, notre milieu de travail. Qu'est-ce qu'on fait le soir quand on revient à la maison, Chloé? On jase, hein? On rentre. Ça a été ta journée, qu'est-ce que tu as fait au bureau, ou à l'usine, ou etc. Et on échange avec les gens qui sont près de nous sur ce qu'on vit au quotidien dans notre réalité professionnelle. Avec les enfants, c'est un peu la même chose, de voir comment ça se passe, c'est qui leur ami, comment ils trouvent leur enseignant et tout ça. Donc, de maintenir ce lien-là qu'on avait avec nos tout-petits quand on les avait de façon bien égoïste, juste pour soi, de maintenir ce lien-là et de démontrer qu'on est intéressé. Parfait. Puis c'est aussi un des moments parfaits, parce qu'il y en a plusieurs dans l'année, mais la rentrée scolaire est un bon moment pour parler de votre campagne du carburant pour leur réussite. Pouvez-vous me faire un petit rappel de c'est quoi cette campagne-là? Du carburant pour leur réussite, c'est une campagne qui vient des Journées de la persévérance scolaire. Dans le fond, les gens dans la Naudière nous disent depuis plusieurs années, mais on n'avait pas assez de ressources donc pour le réaliser leurs vœux. Nous disent depuis plusieurs années, c'est bien beau les Journées de la persévérance scolaire, mais
les jeunes et les adultes qui sont en formation ont besoin d'encouragement et de soutien à plusieurs moments dans l'année. Ça serait bien que ça revienne, ça, au cours de l'année. Donc, notre fabuleuse équipe de communication a créé du carburant pour leur réussite, qui est donc à certains moments névralgiques de l'année, comme là, pour la rentrée scolaire, on va rendre disponibles des visuels pour valoriser l'éducation, rappeler que c'est un moment important sur les médias sociaux, mais aussi sur nos sites Internet, là, celui du Créval particulièrement, et Osez Jeunes pour les employeurs. On met des outils. Par exemple, là, pour la rentrée scolaire, bien, tout ce que je vous disais, là, évaluer un peu le stress, la motivation des jeunes, comment les motiver, comment être à l'aguet de signes d'anxiété ou de stress pour ceux à qui vivent ça. Bien, on va mettre des outils, des rappels, des vidéos, plein de sortes de trucs sur le site pour justement vous soutenir, parents, employeurs, enseignants, intervenants communautaires, dans cette période névralgique de l'année. Donc, vous allez voir ça revenir à quelques moments dans l'année scolaire et à chaque fois, c'est le même principe. Il y a des visuels, puis il y a des outils pour vous aider, puis de l'information. Parfait. Puis ça, justement, ça a été lancé, il me semble, l'année passée, vers la fin de l'année. Oui, ce qu'on appelle le dernier droit de l'année scolaire. Oui, exact. Est-ce que ça a eu des résultats à ce niveau-là? Est-ce que des gens vous en ont parlé comme quoi que ça les a aidés, motivés? Ou... Bien, c'est certain que les gens nous en ont peu parlé du fait que l'an dernier, comme cette année, on rencontrait moins de gens. C'est ça. Et les résultats sur les réseaux sociaux sont quand même très intéressants. Là, on va faire un bilan complet pour notre Assemblée générale annuelle, notre rapport annuel. Mais sur les réseaux sociaux, là, on voit dans l'âne audiable, je le répète souvent, là, les villes et municipalités, entre autres, les employeurs sont très engagés pour la réussite éducative. Donc, ça s'avère pour cette campagne-là aussi. On le voit encore, là, même pour celle de la rentrée scolaire, là, il y a des... Hier, c'est un de mes collègues, je crois, je vais essayer de ne pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il disait qu'à Notre-Dame-des-Prairies, si vous ne le faites pas, si je me trompe de ville, Notre-Dame-des-Prairies, à vous. Donc, sur le panneau, il y avait un message de bonne rentrée. On a vu des entreprises comme Recrutement Intégral, Synergie, mettre ça aussi sur les réseaux sociaux, souligner la rentrée scolaire de leurs stagiaires. Donc, il y a vraiment une belle participation, là, selon ce qu'on observe là, sur les médias sociaux. Pour le reste, je n'ai pas encore les données du site Internet, ce qui a été téléchargé, tout ça. Donc, on va pouvoir le livrer à l'agenda, à l'agenda. Mais j'imagine que si les résultats n'étaient pas bons, il n'aurait pas repris cette année, la campagne. Effectivement, c'est vrai. Oui, bien, c'est la nouvelle mesure du ministère de l'Éducation qui s'appelle le glissade d'été. Donc, c'est la perte d'acquis scolaires pendant l'été. On sait que quand il y a des interruptions scolaires, que ce soit l'été, les périodes de Noël, la semaine de relâche, même quelqu'un qui s'absentait pour des raisons de santé. Là. Donc, les périodes d'interruption scolaire, les jeunes vont perdre certains apprentissages qu'ils auraient faits et vont les oublier, si on veut. Puis c'est surtout chez les jeunes et les adultes qui vont avoir des difficultés scolaires que c'est plus gros, plus grave habituellement. C'est quelque chose qui est connu. Le milieu de l'enseignement le prend pour acquis dans le sens qu'ils vont faire des révisions. On voit ça souvent en début d'année scolaire, des périodes de révision. Donc, c'est quelque chose qui est connu. D'ailleurs, au Créval, on avait déjà, nous, on a notre site de lecture pour les 6-12 ans, Ton Aventure, qui est lancé juste au début de l'été pour faire en sorte qu'il y ait une habitude de lecture qui se garde pendant l'été. Donc, on était déjà conscients de ça. Mais là, avec la pandémie, avec l'école à distance, avec les interruptions qu'il y a eu au début de la pandémie, hein, on se rappelle, là, moi, si vous écoutez les actualités de mars 2019, je pense, ou 2020, en tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on sait maintenant qu'on ne savait pas. Là. Il a fallu qu'on apprenne à s'organiser. Donc, on se rappelle que pendant la pandémie aussi, il y a eu des interruptions scolaires. Puis le fait de passer
à la maison, à distance, les fermetures ça a été exacerbé, ça. Donc, le ministre de l'Éducation, avec son équipe, dans son plan de relance, a créé une mesure et il y a eu des instances comme le CREVAL au Québec, là, les instances régionales de concertation et réussite éducative. On a reçu des montants pour faire du transfert de connaissances, concerter nos milieux et financer certains projets. OK. Au CREVAL, on n'avait pas de ressources disponibles pour faire une grande concertation, puis on voulait pas essouffler nos partenaires plus qu'ils l'étaient. C'est une mesure qui est quand même sortie là, au mois de mai, là, donc ça laissait peu de temps pour tout organiser. Fait qu'on a fait un projet pilote avec des maisons de jeunes. OK. On est à mi-projet actuellement. C'est un projet. On a quand même consulté nos 2 centres de services scolaires et après cette consultation-là, on a décidé de prioriser les jeunes de fin primaire, début secondaire, donc ceux qui vivent une transition vers les études secondaires ou qui ont vécu leur première secondaire là, en virtuel ou en tout cas pendant la pandémie. Et on a travaillé avec ce projet-là tout ce qui est l'aspect de motivation, d'engagement scolaire, d'estime de soi, les relations positives avec les adultes, briser l'isolement aussi. On a voulu briser l'isolement, puis le déterminant rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques. OK. Donc, il y a eu, là, je vais regarder mes notes pour ne pas dire il y a eu 9 projets cet été qui sont encore en cours. C'était août-septembre, il y a un pont qui se fait avec la rentrée scolaire. Dans 9 maisons de jeunes distinctes dans la région, il y a à peu près une centaine de jeunes qui en bénéficient directement, plus d'autres jeunes là, qui fréquentent ces lieux-là. C'est un investissement d'environ 68 000 $ pour le CREVAL là, par les fonds du ministère. Et donc, les forces de ce projet-là, c'est vraiment le soutien à la transition scolaire, le fait aussi que les AVSEC, les centres de services scolaires, vont faire un pont entre les maisons de jeunes et le milieu scolaire. Mm-hmm. Donc, les jeunes qui vont arriver au secondaire, entre autres, vont avoir déjà des personnes qui vont connaître dans leur nouvelle école, autant au niveau des adultes qu'au niveau des jeunes de leur âge. Il peut y avoir du pairage qui se fait aussi avec ça. Okay. Donc, on est très contents à mi-projet là, des résultats. Les jeunes disent adorer le projet. Okay. Les maisons de jeunes aussi disent adorer le projet. Et on a quand même vu que les habiletés en lecture doivent être renforcées, et ce, même si on est rendu au secondaire. Parfait. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres projets à venir ou... On est plein de projets. Oui, c'est ça. Il y a ton aventure qui se poursuit, là. Il est encore temps de commencer une histoire, je crois. Là. On va faire le tirage, dans le fond, à la fin du mois de septembre. Là. Donc, tous les jeunes, à chaque histoire qui est lue complètement, on se mérite une chance de gagner un prix de participation, dont plusieurs bourses offertes par les Cases des Jardins de notre région, qui sont vraiment un partenaire essentiel pour le CREVAL et pour tous ceux pour qui la réussite éducative, c'est important. On a ouvert un service de transfert de connaissances l'an dernier. Donc, il va y avoir encore plus d'occasions de transfert de connaissances là, au niveau des concertations locales. Dans nos infolettes aussi, cette année, on veut documenter le déterminant de la valorisation de l'éducation et de l'encadrement parental. Donc, en s'abonnant à notre infolette, on va avoir accès à tout ça. On a une recherche aussi participative qui a démarré cet été. On va faire une première consultation avec les partenaires au mois d'octobre. C'est une recherche qui vise à entendre la voix des parents et à voir comment on peut mieux joindre les parents et mieux les soutenir dans l'encadrement de leurs enfants, là, les jeunes qui fréquentent le primaire et le secondaire notamment. Là. Donc, ça aussi, c'est très excitant. On a aussi été mandaté par la table des préfets et par les membres du chantier réussite éducative de la table des préfets pour animer ce chantier-là. Et on est responsable de 2 des 3 objectifs du chantier.
Cet objectif-là, c'est une recherche qu'on mène avec les Carrefour Jeunesse Emploi du nord de la région sur leur modèle d'intervention en réussite éducative. Donc, c'est une recherche collaborative. Si jamais vous voulez en entendre parler de meilleure façon, je dirais, là, il y a Alexandra Chid qui est responsable de cette recherche-là qui pourrait vous en parler. On a Osez Jeunes aussi qui se poursuit. Donc, pour les employeurs aussi, là, la rentrée scolaire, c'est tout un imbroglio du fait qu'il y a une difficulté de recrutement, pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines. Oui. Et là, les plus vieux ont repris le chemin de l'école. Donc, sur Osez Jeunes, il y a des outils pour les aider à aider les jeunes à bien concilier le travail et les études. Puis, on ne le répétera jamais assez souvent, mais de ne pas favoriser la réussite éducative des employés qui sont dans nos organisations. C'est comme si on allait rabaisser notre bassin de main-d'œuvre qualifié des prochaines années. Moi, je pense qu'un employeur a tout avantage à s'intéresser au domaine d'études des gens qui travaillent pour lui. Je donnais l'exemple ce matin à la radio. Si vous avez besoin de comptables, de gens au niveau de l'administration dans votre organisation, de savoir que Henri ou Christiane étudie en administration, c'est peut-être le bon moment de l'intéresser au fait qu'il y a des postes offerts chez vous. Elle va peut-être vous choisir comme milieu de stage, puis elle va peut-être vous choisir comme employeur si son expérience comme étudiante est satisfaisante. Donc, s'intéresser aux études de nos employés étudiants, de leur permettre de bien concilier le travail et leur réussite éducative, c'est une autre façon de donner du carburant pour la réussite éducative des jeunes. Comme Elvis. Faut-tu que je bouge comme Elvis aussi? Oui. Oui, c'est vrai. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see?